Oui, bonjour. Comme je fais cours à 4h30 ce soir à HEC, je dois partir à 9h20. L'accélération du temps. Ça m'amusait d'ailleurs hier soir de me dire ce soir je devais leur parler de Lévinas et de Foucault, puis ce matin, alors que j'aimerais bien leur parler de Lévinas et Foucault, j'ai pas le temps. Bon. Mais bref, c'est comme ça. Écoutez, moi je suis pas du tout dans le leçon, j'ai une expérience effectivement professionnelle un peu variée. Et j'ai beaucoup travaillé sur la poésie, raccordement entre la poésie et les biens, la poésie, la sensualité et les biens. Et par ailleurs, j'enseigne un peu l'histoire des idées. Bon, vous allez vous dire que quand même en étant dans une entreprise, et ça fait 20 ans que je travaille dans une entreprise, j'ai essayé de garder un pied en dehors de l'entreprise. Ça, personne ne peut me le contester. Donc je vais au-delà de ça essayer de vous dire quelques trucs, puis peut-être il y a 2-3 points qui vous seront utiles. J'avais fait un speech, mais je me suis dit que je n'allais pas vous infliger ça. Donc ceux qui sont intéressés peuvent avoir le speech écrit, le PowerPoint, et je vais parler sans PowerPoint. Bon, je vais essayer de vous faire 5-6 points, je ne peux pas faire mieux en 30 minutes, hein. Et puis ça sera peut-être bien assez. Sur l'accélération du temps, le temps, je crois que tout le monde le constate dans la société, tout le monde le voit partout, et ça doit certainement sévir beaucoup aussi à l'hôpital. Deux, trois points en réaction par rapport à ça. D'abord, dans les entreprises, on pense que, y compris toutes celles où je suis passé, que les faits, c'est très très important, et beaucoup plus important que les relations. Or, dans toute entreprise, dans toute organisation, on gère autant des faits que des relations. Et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Il y a une deuxième illusion, mais je n'ose pas dire ça parce que vous avez tellement réfléchi que je ne vais pas vous aborder grand-chose là-dessus, mais c'est l'illusion que les faits comptent en eux-mêmes. Les choses comptent autant que l'idée qu'on s'en fait. Il n'y a pas d'exemple où, en fait, il n'y a pas une interaction entre les choses et l'idée qu'on se fait des choses. Donc la représentation, ça compte. Donc les gens qui travaillent sur les représentations, ça compte. Donc les gens qui étudient les représentations, ça compte. Donc les gens qui apportent des disciplines pour étudier les choses, ça compte. Parce que sinon, évidemment, on est d'autant plus prisonnier de l'immédiateté et de l'apparence des faits. Donc je crois que ça, c'est important. Alors évidemment, les intellectuels, c'est un petit peu compliqué parce que comme on ne sait plus très bien quelle est la relation entre intellectuels et politiques, ou plutôt on avait l'impression que les politiques n'ont plus grand-chose d'intellectuel, mais ça ne veut pas dire autant que les gens qui ont réfléchi n'existent pas. Enfin, moi je dis souvent à mes étudiants à HEC, Molière, vous comprenez, a pris comme sujet le fric, l'amour et la vanité. Franchement, ça n'a pas tellement vieilli. Hein. Bon, Cervantes, ça va tellement vieilli, bien d'autres encore, Voltaire, Foucault, Lévinas, etc. Mais je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. Mais tout ça pour dire que les choses, les premiers trucs, c'est quand vraiment ça va trop vite, ou que les étudier ou avoir un petit peu d'idées, c'est quand même important. Et finalement, c'est la seule manière de résister à l'accélération du temps, ou alors c'est la recherche. C'est ce que la recherche amène qui déplace les réflexions. Alors, deuxième truc, je voudrais dire sur la modernité, peut-être, mais je suis désolé, en plus je pars dans 20 minutes, alors c'est pas bon. C'est la révolution de l'image et du son. Je crois qu'elle est quand même très importante. Je sais que les gens qui réfléchissent ou qui s'expriment au travers de la réflexion n'aiment pas trop ça, mais on est quand même dans une fantastique révolution dans laquelle le discours écrit oral a été challengé par l'image et par le son. Et le fait que l'image et le son se stockent, se reproduisent, se diffusent pratiquement à coup nul et de manière planétaire a évidemment des conséquences sur et les représentations et la communication et les échanges. Alors, il y a quelques conséquences qui sont évidentes. C'est le fait que l'émotion remplit de plus en plus de rôle dans nos sociétés. Mais il y en a d'autres qui sont moins évidentes. Enfin, le premier truc, c'est que dans les travaux qui ont été faits sur le génome, le cerveau, mais aussi ce qui avait précédé, montrent qu'il y a finalement 3 logiciels dans les êtres humains. C'est j'aime pas, ça me dit quelque chose, ça me dit rien, je comprends pas. Et on est fichu comme ça. Et donc, par conséquent, une communication qui ne tient pas compte de cette triple apparence du logiciel est une communication qui est hors sujet par rapport à la manière dont on est fait.
Alors, c'est pas évident parce que c'est pas évident à intégrer, hein, c'est pas évident à intégrer, mais enfin, c'est quand même à faire. Alors, deux, c'est comme on est habitué à travailler dans ces situations en zone pressée, là, en monde pressé, et je n'échappe pas au problème ce matin. Il faut être capable de dire en 30 secondes ce qu'on penserait devoir dire en 30 minutes ou en 1 heure. De temps en temps, c'est possible, de temps en temps, c'est pas possible. Mais c'est extrêmement important. Et les gens qui opposent les mots qui touchent, qui vont vers la raison, et les mots qui vont vers le cœur sont, pardon, je crois, dans des classifications un peu has-been. Parce que fondamentalement, vu la manière dont le cerveau humain est fait, il faut pouvoir communiquer à ces différentes parties. Je ne dirais pas aux parties droite, partie gauche, mais ces différentes parties. 3, le zapping. Le zapping, c'est... Ça, vous savez qu'il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus. C'est si moi je vais au maximum de ma vitesse, je vais à 240 mots minutes. Et je suis malheureusement obligé dans mon travail, dans mes sujets, d'aller vite. Mais vous, si vous allez au maximum de la vitesse, vous êtes une fonction d'auditeur ou de lecteur, vous allez à 800 mots minutes. Et comme on a tous été habitués à travailler en situation rapide, le zapping est quasiment une conséquence de ça. Quand on travaille en univers plus lent, on pouvait ne pas zapper. Quand on est en univers rapide, le zapping est quasiment quelque chose dont on a appris finalement à intégrer. Et ce n'est pas un défaut d'attention, c'est le fait qu'il y a une inégalité entre celui qui parle et celui qui écoute. Même en ce moment, vous pouvez penser à autre chose, puis vous vous dites que vous allez raccorder quand ça vous va faire plaisir à mon speech. Donc, ça veut bien dire que le zapping existe. Bon, troisième type d'observation que je pourrais faire pour rester à peu près dans les temps, là. C'est les mondes ont leur vocabulaire, les mondes ont leur langage, les mondes ont leur rite, qui sont variables d'ailleurs à l'intérieur des 10 mondes. Mais ça a des tas de conséquences. D'abord, si on parle institution, et vous y échappez certainement à travers de groupes de travail comme cela, les institutions, c'est un peu le contraire de saint Thomas. Saint Thomas, il croyait que ce qu'il voyait, les institutions, elles voient que ce qu'elles croient. Donc, si on est soumis aux institutions ou si on est en regard avec les institutions, il peut y avoir des problèmes de ce genre. Deuxième truc, c'est nous sommes ce que notre vocabulaire dit de nous et pas simplement les idées que nous émettons. Moi qui ai été confronté à la fois à des milieux très différents, mais aussi à des milieux d'ingénieurs, puis aujourd'hui je suis directeur de la recherche, alors j'ai 2000 chercheurs et techniciens qui paraît-il dépendent de moi. Je veux dire, ils ont beaucoup de mal, les miens, ils ont beaucoup de mal à comprendre que finalement leur vocabulaire les signifie et qu'il n'y a pas que les idées qu'ils expriment qui comptent. Et que dans une communication, les mots comptent autant que les idées. Alors, on a été tellement habitué à croire que les idées c'était très important qu'on en a oublié l'importance des mots. Et que le choix des mots qui vous vient n'est pas dû au hasard. Il est un peu le reflet de ce que votre personnalité vous a fait aimer comme mot. Donc les gens ne sont pas si idiots que ça en pensant que les mots signifient. Parce que les mots n'arrivent pas par hasard. Parce que les mots sont les résultantes des mots qui vous parlent, que ce soit à l'esprit ou au cœur. Donc les mots sont quelque chose de très important dans la communication. Et d'autant plus que quand le logiciel, là, ça me dit, j'aime pas, ou ça me dit quelque chose, ça me dit rien, fonctionne, il suffit de peu de mots pour que ça décroche ou que ça dérive ou que ça déraille. Donc les choses sont pas indépendantes. Bon, quand vous travaillez dans un univers international, ou multinational, parce que l'international, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, c'est clair qu'il va y avoir une différence fantastique entre les gens qui pensent depuis plusieurs cultures, depuis plusieurs pays, ou les gens qui pensent que depuis une seule. Et que leur capacité de communication ou d'expression sera totalement différente suivant que les gens ressentiront qu'ils ne sont pas d'un seul univers culturel ou qu'ils sont de plusieurs univers culturels. Ça, même si c'est peut-être pas le sujet d'ici, du colloque d'ici, mais moi, j'ai eu la chance d'être élevé dans la culture allemande, jusqu'à 12 ans de parler l'allemand, ensuite devoir apprendre le français. J'ai plutôt été nourri de Goethe que de Molière quand j'étais jeune.
ensuite d'apprendre le français, ensuite de m'investir énormément dans la culture japonaise et la culture indienne. Je suis un peu de ces 4 pays, de Japon, d'Inde, d'Allemagne et de France. C'est sûr qu'au point de vue de l'international dans le business, ça change complètement la relation avec les gens que d'être de plusieurs cultures ou d'être d'une seule culture. C'est très difficile d'être de plusieurs cultures, hein, donc ne pensez pas que je tire de quelconque fierté. Mais penser du dehors sa propre culture, il y a d'Étienne qui avait écrit un bouquin là-dessus avec Julien, c'est très important. Être capable de penser du dehors sa propre culture et pas simplement de penser la culture des autres, mais de penser depuis les autres sa propre culture. Mais ça s'applique plus à l'international qu'au multidisciplinaire. Alors, le multidisciplinaire, bon, je pourrais dire des choses banales. Vous savez, quand on est dans une entreprise, l'affrontement entre les commerciaux, les techniciens, les managers, les financiers, etc., on donne ça tout. Je ne dis pas qu'on en a tous les jours. Mais ce qui est très frappant en France, c'est les logiques de l'honneur. C'est quand même les logiques de l'honneur. Quand j'étais chez Lafarge, j'étais très frappé du fait que finalement quelqu'un qui était dans le ciment considérait que quelqu'un qui était dans le béton était dans un métier indigne, alors que je ne savais pas que le ciment servait à faire autre chose que du béton. Bon. Quand j'étais chez Hermès, j'étais très frappé de voir que les gens d'Hermès considéraient que ceux qui étaient dans le parfum chez Hermès, c'était vraiment des villes et des esclaves et des nuls et des non-avenus parce qu'ils n'avaient rien compris à la subtilité d'Hermès, etc. Et bon, cette capacité de se croire la dignité de sa discipline est quand même impressionnante dans notre pays. Enfin, ça, Derribard a très bien étudié ça dans les stratégies de l'honneur. Et malheureusement, c'est toujours aussi vrai. C'est toujours aussi vrai. Alors je vais peut-être quitter un peu le champ des généralités pour parler un petit peu d'énergie. Parce que, bon, sauf si vous avez des questions sur les généralités. Mais je peux peut-être être plus illustratif en rentrant dans quelques sujets concrets. Évidemment, vous vous doutez que si je venais vous parler des métiers du luxe, je vous dirais plein de choses, mais l'idée qu'elles servent par rapport à vos métiers sont très infiniment peu probables, donc c'est pas la peine que je vous ennuie avec ça. Mais enfin, s'il y a des métiers où on se rend compte que les choses comptent autant que l'idée qu'on s'en fait, alors là, dans ces métiers-là, c'est pas possible de ne pas l'avoir vu, quoi. Bon. Alors, je vais rentrer sur l'énergie. Je voudrais aborder le sujet sous 3 angles, hein. Mais par rapport à des logiques de transparence et communication, hein. C'est d'abord qu'est-ce qui se passe sur le champ planétaire. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire que ces histoires de changement climatique. Ensuite, 3e point, l'extrême difficulté qu'on a à balancer un message entre les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et enfin, les déchets nucléaires. Donc, je suis désolé, c'est moins kitsch, hein, au fur et à mesure où je parle. Mais c'est simplement pour être concret et pour illustrer. Hein, premier problème sur l'énergie, ça c'est assez frappant quand vous travaillez dedans. Vous vous rendez compte que dans les 5 dernières années, au fur et à mesure, les gens sont arrivés à finalement 3 idées qu'ils ne partagent pas mais qu'ils ressentent tous. Enfin, les gens en charge de ces trucs-là.